Bon, comme vous savez, les Israéliens vont voter très bientôt, le 9 avril. Je vous conseille de ne faire aucun pronostic. C'est un pays où les surprises sont de règle dans les élections, plutôt les mauvaises en général. Et en particulier cette fois-ci, puisque vous avez toute une série d'éléments qui jouent dans la compétition électorale, à la fois l'explosion d'un grand nombre de partis qui ont donné 2 ou 3 scissions, les scandales autour de Netanyahou, qui sont des scandales assez graves de corruption, l'absence d'alternative. On ne peut pas dire vraiment que Benny Gantz, général Benny Gantz, ex-chef d'état-major, et le centriste Yair Lapid représentent une alternative. Bref, toute raison qui devrait nous amener à ne faire de pronostic que le 10 avril. Ce sera plus sûr. Ce qui est clair, c'est que l'enjeu de ces élections tient en une phrase. Est-ce que les Israéliens vont confirmer la radicalisation en cours de la droite et de l'extrême droite, ou bien est-ce qu'ils vont lui porter un coup et dans quelle mesure ce coup sera important et peut-être décisif. Donc je vais surtout essayer d'analyser ce qu'est cette radicalisation en 4 points. Le premier point, la première dimension de la radicalisation, c'est la nouvelle loi fondamentale qui a été votée par la Knesset, le Parlement israélien, le 19 juillet dernier. Comme vous le savez peut-être, sinon je vous le rappelle, ou je vous l'annonce, Israël n'a pas de constitution. Parce qu'en 1947, à la veille de sa naissance, David Ben Gourion, le leader de l'exécutif sioniste, s'est mis d'accord avec les partis religieux qui ne voulaient pas ni d'État, ni a fortiori de constitution. Et donc, il aurait pu faire passer, il avait la majorité pour le faire, une constitution, mais il a préféré un compromis qu'on appelle le statu quo, et que le professeur Leibovitz, Yeshayahu Leibovitz, très grand analyste de la réalité israélienne, a qualifié de double prostitution. C'est-à-dire que l'État s'est prostitué en acceptant de donner aux religieux des privilèges considérables, le fait que les lois religieuses s'appliquent à l'ensemble des citoyens d'Israël, le fait que les religieux aient droit à un secteur d'enseignement indépendant mais financé par l'État, le fait qu'ils aient le droit de regard sur la partie religieuse de l'enseignement public, etc., etc. Ce serait très long, il faudrait faire une conférence sur ce seul sujet qui empoisonne la vie des Israéliens depuis des décennies et encore aujourd'hui au quotidien. Ne tombez pas amoureux ou amoureuse, selon le cas, de quelqu'un qui n'est pas juif si vous êtes juif, parce que vous ne pourrez pas vous marier en Israël. Voilà, voilà une des conséquences au quotidien de cet accord de statu quo. Alors on trouve des solutions, hein, on se marie à Chypre, ou bien on fait un mariage par Internet, et ensuite il est enregistré. Mais vous voyez, on est vraiment dans un système très particulier. Pourquoi double prostitution ? Parce que de leur côté, les religieux ont accepté l'État, sa naissance, et accepté d'en faire partie. Or, ils avaient toujours dit que pour eux, il ne pouvait pas y avoir d'État juif tant que le Messie n'était pas arrivé. Je vous rappelle que là, il arrive. Hein, l'autre Messie revient. Là, c'est celui qui arrive, qui n'est pas encore arrivé. Donc, comme il n'y a pas de constitution, on a, parce qu'il faut bien que l'État fonctionne, adopté des lois fondamentales sur les différentes institutions de l'État. Et en 1992, innovation très tardive quand même, une loi a défini l'État d'Israël comme un État juif et démocratique. On peut évidemment considérer cette appellation comme un oxymore. Parce qu'imaginer qu'il y ait, ce n'est pas du tout le cas, mais par hypothèse, une majorité d'Arabes
au sein de l'État d'Israël, ou bien il restera juif, mais alors il ne sera pas démocratique, ou bien il sera démocratique, mais il ne sera plus juif. Donc, vous voyez qu'il y a un problème. L'avantage, quand même, c'est qu'il y avait le mot démocratique. Dans la nouvelle loi du 19 juillet dernier, il n'y a plus le mot démocratique. C'est une loi ouvertement présentée comme une loi d'apartheid. Je vous donne quelques éléments pour en juger. D'abord le nom. Donc Israël devient non plus un État juif et démocratique, mais l'État-nation du peuple juif, ce qui pose un problème à ceux qui ne sont pas juifs en Israël, mais qui pose aussi un problème à ceux qui sont juifs en dehors d'Israël, parce qu'on les kidnappe, si j'ose dire. On les enlève, on en fait des citoyens d'un État sans leur avoir demandé leur avis. Le premier article de cette loi, c'est le suivant: le droit d'exercer l'autodétermination nationale dans l'État d'Israël est propre au seul peuple juif. Donc, c'est-à-dire que les autres n'ont pas de droit à l'autodétermination. Au cas où quelqu'un n'aurait pas compris, on ne sait jamais, il y a un article 4 qui abroge le statut de langue d'État qui était celui de l'arabe aux côtés de l'hébreu. L'arabe n'est plus langue d'État. Et enfin, il y a un article 7 qui dit que l'État considère, je cite, le développement des colonies juives comme une valeur nationale et agira pour encourager et promouvoir leur création et leur renforcement. Vous prenez tous ces articles, vous secouez bien et vous regardez ce qui était écrit dans la déclaration d'indépendance du 14 mai 1948, et vous voyez qu'il y a un problème. Parce que la déclaration d'indépendance posait, entre autres, comme principe, je cite, une complète égalité de droits sociaux et politiques à tous les citoyens, sans distinction de croyance, de race ou de sexe. Donc on voit bien que la nouvelle loi est en contradiction flagrante avec la déclaration d'indépendance. On peut même se demander, quand on a un mauvais esprit, ce qui est mon cas, si cette loi n'intervient pas au moment où elle intervient, c'est-à-dire en juillet 2018, pour préparer le cadre légal de l'État unique qui sera constitué le jour où Israël aura annexé le reste de la Cisjordanie. Je vous dis ça évidemment pas par hasard, mais parce que c'est la deuxième dimension que je voulais traiter de la radicalisation, c'est-à-dire le cap mis sur l'annexion de la Cisjordanie. Cette loi, qui a été votée le 5 février 2017, dans le silence général des médias français, presque personne n'en a parlé, à part le Monde diplomatique où j'ai écrit un article à l'époque. Cette loi, elle s'appelle officiellement, c'est un nom, toujours des noms extraordinaires en Israël, la loi de régulation. Alors, le fils de Menachem Begin, l'ancien Premier ministre, qui n'était pas un homme de gauche, Menachem Begin, son fils non plus, je vous rassure, a déclaré qu'on avait mal choisi le nom, qu'on devrait l'appeler la loi des voleurs. Pourquoi ? Parce qu'en fait, cette loi permet l'annexion par Israël de terres privées palestiniennes. Jusque-là, on a eu, depuis 1967, une annexion de terres publiques palestiniennes, sous couvert de sécurité. Et puis on a eu recours au droit ottoman, tout est bon, pour la colonisation, pour pouvoir mettre la main sur des terres privées, mais non cultivées. Par exemple, je dis ça par hasard, vous bâtissez un mur, ce mur sépare des paysans palestiniens de leurs terres, et vous fermez la petite porte qui est censée être ouverte, et voilà, ces terres ne sont pas cultivées. Et donc on peut les annexer. C'est clair que, il faut le mesurer, ça n'est pas seulement une affaire d'annexion. Ça veut dire qu'au terme du processus, on enterre la solution des deux États. On n'a plus qu'un seul État, fait d'Israël et des terres annexées
en Cisjordanie. Jérusalem-Est, comme vous savez, c'est déjà annexé depuis 1967, juste après quelques jours après la fin de la guerre des 6 jours. Donc on a, si vous voulez, un cap, oui, je crois, un cap qui est mis sur l'idée de l'annexion. Alors, certains diraient, ou diront, ou on dit, oui, d'accord, mais c'était déjà le fait. Oui, c'était le fait. Depuis 1967, on a eu une colonisation croissante qui a atteint un niveau sans précédent, puisqu'on est au-dessus de 700 000 colons, 430 000 en Cisjordanie, 470 000 en Cisjordanie, 230 000 à Jérusalem-Est. Mais tout cela, c'était des faits accomplis. Avec la loi, on rentre dans la légalisation des faits accomplis et donc dans la perspective d'un seul État. Cette évolution, elle viole aussi le droit israélien. Il faut le savoir quand même. Pour le droit international, c'est inutile de vous le rappeler, vous le savez, toutes les colonies sont illégales, point. Pour le droit israélien, les 131 colonies établies par le gouvernement israélien sont légales. Ce qui était illégal jusqu'à cette loi, c'était ce qu'on appelle les avant-postes, c'est-à-dire des nouvelles colonies construites avec l'aide de l'État, mais sans reconnaissance officielle de l'État, et il y en a une bonne centaine. La loi permettrait de légaliser, entre autres, ces 100 nouvelles colonies. Et aussi de donner un statut définitif aux 131 précédentes. Donc, si vous voulez, c'est vraiment un tournant du point de vue du droit israélien, mais aussi du point de vue du droit international. Il faut dire les choses, je crois que c'est la règle dans cette université populaire, il faut dire les choses complètement comme elles sont. Cette loi, actuellement, elle est gelée par la Cour suprême. Donc elle n'est pas en vigueur. La loi des voleurs, comme dit Benny Begin. Mais, et c'est aussi très important, dans les objectifs de la radicalisation de la droite et de l'extrême droite au pouvoir seule depuis 2015, il y a aussi la transformation de la Cour suprême. C'est-à-dire que la charmante ministre de la Justice, Ayelet Shaked, à côté de laquelle Marine Le Pen est vraiment une gauchiste forcenée, Ayelet Shaked, donc, elle a prévu non seulement, comme Trump, de modifier la composition de la Cour suprême en y plaçant ses amis politiques, mais aussi de réduire les attributions de la Cour suprême. Et notamment, tiens, quel hasard, quelle coïncidence, les affaires de colonies, de terres, etc. Selon Ayelet Shaked, ça n'est pas l'affaire de la Cour suprême. Il faut avoir un tout petit regard, même entre parenthèses, sur la manière dont cette loi est arrivée et a été adoptée. Pourquoi ? Parce qu'au départ, c'était seulement le parti Foyer Juif, dirigé alors par Naftali Bennett et Ayelet Shaked, qui se battaient pour cette loi. Et c'est un petit parti. Même s'il a une longue histoire, c'est l'histoire du Parti national religieux qui a joué un rôle essentiel dans la colonisation avec le Gush Emunim, le bloc des croyants. Mais c'est un petit parti qui a 8 députés actuellement et qui ne risque pas d'en avoir plus, apparemment, et 4 ministres, ce qui est pas mal en regard de 8 députés, mais enfin, ce n'est que 4 ministres. Eh bien, figurez-vous que quand Naftali Bennett a proposé cette loi à la Knesset, Netanyahou, pour des raisons diplomatiques de rapport avec Trump, dont on ne savait pas encore qu'il était plus israélien qu'un Israélien, d'extrême droite, Netanyahou était prudent, donc ne voulait pas risquer un heurt quelconque avec Trump. Et donc il avait demandé à chaque député du Likoud, pris séparément, de ne pas voter cette loi.
tous les députés du Likoud l'ont voté. Ça donne une idée, et c'est une idée, à mon avis, très importante pour comprendre ce qui va se passer, la suite, de la capacité d'entraînement de ces petits partis d'extrême droite sur le corps central de la droite, c'est-à-dire le Likoud. Quand on vous dit, ce que vous disent la plupart des commentateurs, oui, mais c'est des petits partis, ils n'ont pas d'influence. Oui, d'accord, c'est des petits partis, mais ils peuvent faire voter la masse des députés du Likoud sur une loi décisive contre l'avis de Benjamin Netanyahou. Entre-temps, d'ailleurs, tout cela est dépassé. Netanyahou n'a pas pu empêcher non plus le comité central du Likoud de se prononcer à la fin 2017 pour l'annexion de la Cisjordanie. Donc c'est aujourd'hui un objectif non seulement des partis d'extrême droite, mais aussi du parti du Premier ministre, le Likoud. Si on voulait simplifier à l'extrême, on pourrait dire que cette opération était un triple putsch. D'abord un putsch dont on voit la poursuite aujourd'hui dans la campagne électorale contre Netanyahou, c'est-à-dire l'extrême droite veut profiter des scandales de corruption de Netanyahou pour essayer de fermer la page, non pas pour aller vers la gauche, pour aller encore plus vers la droite, mais en se débarrassant de Netanyahou. Les rivalités sont extrêmement fortes à l'intérieur de cette coalition, rivalités politiques et personnelles. C'est aussi, et c'est important de le comprendre, parce que ça nuance un peu les a priori que nous avons tous plus ou moins sur l'opinion israélienne, c'est aussi un putsch contre l'opinion israélienne. Pourquoi ? Parce que s'il est vrai que l'opinion s'est droitisée, je vais y revenir, elle est très hostile à l'idée d'annexion de la Cisjordanie. C'est-à-dire, en clair, selon les enquêtes existantes, 70% des Juifs israéliens sont hostiles à l'annexion. Comme vous vous en doutez, pas du tout par amour des Palestiniens. Ça n'entre pas en ligne de compte pour la plupart d'entre eux. Mais parce que l'histoire de la guerre civile rampante dans les années 20 et 30 et 40, puis ouverte en 47, 48, 49, cette mémoire-là, elle pèse, même sur des gens qui n'ont pas du tout vécu cette histoire, mais ils l'ont connue par leurs parents ou leurs grands-parents. On a peur qu'un seul État, ce soit synonyme de guerre civile. Parce que s'il y a deux États, on peut se dire que d'un côté il y a les Arabes, de l'autre côté les Juifs, c'est pas comme ça. C'est beaucoup plus compliqué que ça, même s'il y a deux États, s'il y avait deux États. Mais bon, admettons, si on n'a qu'un seul, on est tous ensemble. Et si on est tous ensemble avec une démographie qui amène encore une augmentation du pourcentage d'Arabes, qui aujourd'hui est de 50% sur l'ensemble du Grand Israël ou de la Grande Palestine, comme vous voulez, du mandat britannique. Bref, il y a une vraie inquiétude de l'opinion et l'extrême droite tente, à travers cette opération, de violer l'opinion pour l'amener plus loin qu'elle ne le souhaite. Opération que Trump conforte de son côté. Personne n'avait demandé l'annexion par les États-Unis, enfin la reconnaissance de l'annexion du Golan. Le Golan, il est annexé depuis 80. Je veux dire, ce n'était pas une préoccupation. Voilà, Trump est arrivé, d'une part pour, une fois encore, faire un fait accompli, mais surtout faire un gros cadeau électoral à son ami Netanyahou en espérant que ça puisse contrebalancer les mauvaises nouvelles qu'il a eu à entendre ces derniers temps. Troisième élément du putsch, c'est un putsch contre l'opinion de la communauté internationale. Et là, je dois vous inciter à une opération mentale un peu compliquée, parce que quand on juge de l'opinion internationale, il y a différentes manières de la juger. Indiscutablement, les dirigeants israéliens, Netanyahou en tête, depuis quelques années, disons, pour aller vite, ont regagné du terrain dans leurs relations internationales. Ils ont des relations d'amour à peine nuancées avec Poutine,
Pour ceux qui croyaient toujours que Poutine c'était Lénine, vraiment, hein, il faut oublier ce réflexe comme ça qui nous amène, parce que c'est les Russes, à penser qu'ils ont encore la politique des Soviétiques, à supposer que celle-là ait été une bonne politique, c'est encore une autre affaire. Donc on a les Russes, on a les Indiens. Le régime populiste de Modi est très proche des Israéliens. On a tout un terrain regagné en Afrique. De nombreux pays d'Afrique ont à nouveau des relations diplomatiques avec Israël, etc., etc., etc. Pas faire ce serait là aussi l'objet d'une conférence à soi tout seul. Donc c'est un aspect important. Deuxième aspect, c'est même quand les gens affirment des principes, est-ce qu'ils y sont eux-mêmes fidèles? Je prends un exemple très récent. Les autorités israéliennes ont fermé le centre culturel français de Jérusalem-Est. Parce que dans une initiative prise par le centre, il y avait quelqu'un qui était accusé d'être financé par l'autorité palestinienne, comme si l'autorité palestinienne était illégale. C'était un organisme... Donc on a fermé. Vous vous en doutez, Emmanuel Macron a fait fermer l'ambassade d'Israël à Paris. Immédiatement. En grise. Oui, vous êtes au courant. Non, non, voilà. C'est tout le problème. C'est-à-dire que même quand on a un discours qui est un discours officiellement conforme au droit international, ce qui est le discours de Macron. On peut penser ce qu'on veut de Macron, mais le discours ne bouge pas. Mais on n'en fait rien. C'est-à-dire c'est juste pour les discours. Ça n'a pas de conséquences. Donc voilà deux manières plutôt déprimantes de voir l'opinion internationale. Mais il y en a une autre, et qui est importante, et je sais que disant cela, je réjouis, s'il m'entend, le président de l'IREMO, notre ami Jean-Paul Chagnolot, c'est ce qui se passe à l'ONU. Bon, qui dans un sens n'a aucune importance, ça n'a aucun effet sur le terrain, mais dans un autre sens reflète assez exactement l'état des opinions. Et je peux prendre un exemple pour que ce soit clair pour vous. Chaque année, l'Assemblée générale vote sur un texte qui s'appelle « Le droit du peuple palestinien à un État », à l'autodétermination et à un État, les deux, pardon. Ce texte n'a strictement aucune importance. Une fois qu'il est voté, on le met dans un tiroir, on le ressort l'année suivante. Entre-temps, il n'a pas d'effet. Mais on vote. Alors, je vous donne le dernier vote, c'est celui du 19 décembre 2018, pour 172 États, donc je dis bien droit à l'autodétermination, et à un État du peuple palestinien. C'est pas 172 sur 194 États membres, contre, je vous passe les abstentions, il n'y en a pas énormément, contre 6 États. 3 petits États sans importance, États-Unis, Israël, Canada, et puis 3 superpuissances, les îles Marshall, la Micronésie et Nauru. Quiconque sait où ça se trouve sur le globe a gagné une entrée pour la prochaine université populaire samedi prochain. Voilà, personne ne sait. C'est très intéressant parce que dans l'histoire des États-Unis, j'ai pris le temps de vérifier, ça ne s'est jamais produit qu'un État en conflit grave, comme c'est le cas d'Israël, soit isolé au point de n'avoir que 3 défenseurs, lui-même et 2 autres pays. Je ne compte pas les 3, voilà, parce qu'eux, on les achète avec une demi-barbe de Mars. Voilà. Donc, c'est sans précédent, hein. C'est-à-dire c'est un niveau d'isolement qui ne peut pas s'expliquer autrement que le souci des gouvernements qui votent de tenir compte de l'opinion publique telle qu'elle s'exprime à travers les sondages, à travers les enquêtes, à travers le boycott, à travers les manifestations. Bref, les gens, quand ils sont à l'ONU, essayent d'être le plus bien, le mieux possible. Tous les États ont à cœur d'apparaître comme ils voudraient qu'on les regarde, quoi. Donc c'est quand même aussi contre ça que l'opération dont je vous ai parlé
constitue un putsch contre l'opinion internationale. J'ai dit un mot de Netanyahou. Je voudrais dire quand même, pour qu'il n'y ait pas de confusion, que Netanyahou est d'accord sur le fond avec ses alliés et rivaux d'extrême droite. Il n'y a pas de différence importante, notable. La différence, elle tient au fait que cet homme est là depuis 3 siècles, à peu près, et qu'il a une grande expérience politique et diplomatique, et que par conséquent, il essaye de ne pas se mettre en difficulté. Je l'ai dit à propos de la loi sur la colonisation qui se transforme en annexion, je pourrais en dire autant de Jérusalem. Netanyahou a fait retirer du bureau de la Knesset un projet de loi d'annexion des grands blocs de colonies qui se trouvent à l'est de Jérusalem. C'est une loi très importante puisque non seulement elle renforce, vous allez le voir, la démographie juive dans le Grand Jérusalem, mais en plus, elle empêche définitivement toute capitale palestinienne à Jérusalem-Est puisque les terres seront annexées. Alors ça, Netanyahou a dit c'est trop. La formule exacte, c'est manque de préparation diplomatique. Voilà. Cela dit, ça n'a pas empêché, parce que Naftali Bennett est quelqu'un de très têtu, la Knesset de régler son compte à Jérusalem d'une autre manière, en faisant un amendement à la loi de 1980 sur Jérusalem. Que dit cet amendement? 2 choses, apparemment contradictoires, mais ça ne gêne personne là-bas. La première chose, c'est que tout vote prévoyant une restitution d'une partie de Jérusalem aux Palestiniens dans le cadre de négociations de paix, tout vote de ce type devra être adopté non plus par 61 voix sur 120 par le Parlement, mais par 80 voix sur 120. Et moi qui suis hostile à tous les pronostics, je peux vous dire, jamais 80 députés israéliens ne voteront la restitution d'une partie de Jérusalem au niveau de 80 députés. Impensable. Il y a un autre aspect de cet amendement à la loi de 1980, très contradictoire, vous allez voir. L'amendement permet d'exclure de Jérusalem des quartiers palestiniens qui se trouvent au-delà du mur. Comme vous le savez, le mur ne sépare pas des Juifs et des Arabes, mais des Arabes et des Arabes. Les bons et les mauvais, tels qu'on les juge de l'autre côté. Donc, si vous voulez, l'affaire est très intéressante parce que, du point de vue des autorités israéliennes, puisque, évidemment, comme c'est dans Jérusalem, ça restera des quartiers sous souveraineté israélienne, pas d'inquiétude. Mais comme les gens ne seront plus des habitants de Jérusalem, ils ne seront plus résidents. Et résident, ça veut dire le droit d'y vivre. Quand on n'est pas résident, on peut se faire expulser à tout moment. Ça veut dire sécurité sociale. Ça veut dire retraite. Et au niveau du budget municipal, c'est des quartiers qui ne seront plus pris en charge par la municipalité. Donc on fait coup double. Un aspect au niveau démographique et politique, et un aspect matériel, financier, très concret. Comme vous le savez, puisque vous venez souvent à l'IREMO, nous avons chaque année un rapport des consuls européens à Jérusalem qui font le point ensemble, pas tous les consuls, une partie, sur la situation. Ça ne sert strictement à rien, c'est un rapport qui est écrit et mis dans un tiroir à Bruxelles, on le ressort l'année suivante et il y a un nouveau rapport. Ça ne fait que donner du travail, ce qui n'est pas sans importance, à notre ami René Bachmann, qui est le seul journaliste français qui, chaque année, va trouver le texte secret du rapport secret et le publie. Qu'a dit le rapport de ce dont je vous parle? Je cite, « S'il était mis en œuvre, le charcutage des limites de la municipalité y réduirait de près de 120 000 le nombre de Palestiniens et y ajouterait 140 000 colons israéliens
réduisant la part des Palestiniens sur l'ensemble de la ville à 20% contre 37% aujourd'hui. Je commente, on reviendrait aux chiffres de l'après 67. Évidemment que pour mener à bien toute cette politique d'annexion, les autorités israéliennes comptent d'abord et avant tout sur l'aide de l'administration Trump. Ce n'était pas acquis au moment où Trump a été élu. Entre-temps, pour quiconque veut regarder, il n'y a plus le moindre doute, c'est la reconnaissance de Jérusalem comme capitale d'Israël, c'est maintenant la reconnaissance du Golan comme territoire israélien, et c'est un soutien permanent à 100%, même plus que 100%, dans tous les conflits existants. Si on compare ce que Netanyahou a dans la main à un carré d'as, il n'y a pas que Trump. On hésite à dire que Trump est un as, mais pour la facilité de la formule, on va en rester là. Il y a un deuxième as, très important, c'est Mohammed Ben Salman. C'est-à-dire le fait que pour la première fois dans l'histoire de l'Arabie Saoudite, le futur roi, vraisemblablement, s'il ne lui arrive pas malheur avant, d'Arabie Saoudite, est un allié actif, prêt à donner Jérusalem aux Israéliens, prêt à les appuyer, à entraîner l'ensemble du monde arabe sunnite avec lui dans cette alliance, tout ça pour lutter contre l'influence iranienne. Il y a un troisième as, qui est très important, me semble-t-il, c'est Mahmoud Abbas et son compère du Hamas. C'est-à-dire la division entre les deux directions des deux mouvements est le principal atout stratégique des Israéliens depuis 2007. Ils en usent et ils en abusent en permanence. On donne aux uns de l'argent quand on veut ennuyer l'autre, on donne à l'autre de l'argent quand on veut ennuyer l'un, et en permanence, on a cette situation complètement grotesque, quand on y pense, d'un État de Palestine reconnu à l'ONU, à l'UNESCO, à la Cour pénale internationale, mais qui n'a pas de gouvernement. C'est formidable. On reconnaît l'État, mais on n'a pas d'interlocuteur pour parler au nom de cet État, faute d'élections présidentielles et législatives. Et il n'y a pas d'élection parce qu'il n'y a pas d'accord entre les deux mouvements pour tenir ces élections. Visiblement, les deux appareils ont des objectifs différents de ce que sont les intérêts du peuple palestinien, pour dire les choses de la manière la plus douce possible. Il y a un dernier atout, un dernier carré, dans le carré d'as, un dernier as, très important, c'est la situation globale de la région. Alors on est dans une période maintenant on le sent, de normalisation, mais quand même on a eu la guerre civile syrienne, la guerre civile irakienne, la guerre civile yéménite, la guerre civile libyenne. Tout ça attire l'attention du monde ailleurs que sur la question palestinienne qui est redevenue, pour un temps en tout cas, une question marginale et pas une question centrale qu'elle est en réalité historiquement quand on analyse l'évolution des choses. Quand on fait maintenant le bilan de tout ce processus, j'en suis toujours dans ma deuxième radicalisation, il est clair que la question majeure, celle qui va devenir, à mon avis, la question déterminante, c'est un seul État, mais lequel ? Et donc, le vrai cœur du débat à venir, c'est celui des droits des Palestiniens annexés avec leurs terres. Auront-ils des droits politiques, comme les Palestiniens d'Israël, ou n'en auront-ils pas ? Pour la plupart des leaders de droite et d'extrême droite, il est hors de question de donner le droit de vote aux Palestiniens de Cisjordanie une fois annexés. Il y a quand même une exception à cette règle qu'il faut signaler parce que c'est quand même le président de l'État d'Israël, pas sans importance. Donc Reuven Rivlin, lui, ce n'est pas la seule position hétérodoxe qu'il défend, il en défend beaucoup. C'est un homme de droite, c'est un homme du Likoud, il est pour l'annexion, mais il dit, je cite, « Appliquer la souveraineté à une zone
donne la citoyenneté à ceux qui y vivent. Il n'y a pas de loi différente pour les Israéliens et pour les non-Israéliens. Donc on est quand même, on le sent, devant une question un peu plus compliquée que de dire tout le monde est d'accord pour ne pas donner les droits. D'autant que, si vous y réfléchissez, la chose est plus facile à dire à Jérusalem qu'à la tribune de l'ONU. Imaginez que, je dis n'importe quoi, parce qu'il ne sera pas Premier ministre, mais que Naftali Bennett devienne Premier ministre, et qu'il arrive à l'ONU, mais un autre aura la même tâche, si ce n'est pas lui. Et il est chargé d'apporter deux nouvelles. Premièrement, chers amis du monde entier, nous annexons la Cisjordanie. Et deuxième avis, deuxième opinion, deuxième annonce, nous ne donnerons pas le droit de vote aux Palestiniens que nous annexons. C'est-à-dire, qu'ils le disent ou non, ce sera comme ça et chacun comprendra, nous créons un État d'apartheid. Au sens exact, ce n'est pas un gros mot qu'on dit pour choquer les gens. C'est un État où il y a un peuple qui a tous les droits et un autre qui n'en a aucun. Donc ça s'appelle l'apartheid. Et en plus, il lui faudra dire ce qui va avec, une troisième nouvelle qui est « je vous emmerde ». Ben oui, parce que dans l'arrogance de la droite et de l'extrême droite israélienne, au bout du bout, c'est ça quand même qu'on dit à la communauté internationale. C'est qu'elle peut penser ce qu'elle veut, dire ce qu'elle veut, faire les résolutions qu'elle veut. De toute façon, on s'en fout. On fait ce qu'on veut avec l'aide de... Je reviens sur le carré d'as, je ne détaille pas. Tout ça n'enthousiasme pas, et je viens à mon troisième point, l'opinion publique israélienne. Elle s'est droitisée, ça ne fait aucun doute, mais pour une raison simple que nous connaissons en France et dans beaucoup d'autres pays en ce moment. Il n'y a pas d'alternative. Donc vous pouvez toujours dire aux gens « mais c'est pas bien, d'accord, mais qui propose autre chose ?» L'autre jour, je vous conseille de lire ce qu'il écrit parce que c'est vraiment parmi les meilleurs commentaires qui se font sur l'actualité israélienne. C'est Piotr Smolar dans Le Monde qui faisait un tout petit tweet l'autre jour. On disait « mais pourquoi est-ce que c'est Gantz et Lapid et que ça ne marche pas très bien quand même, leur campagne, parce que ce n'est pas une alternative. Ils ne portent pas, ils ne représentent pas une alternative à la politique de la droite et de l'extrême droite. Personne aujourd'hui de représentatif, il y a évidemment le Meretz, il y a évidemment la liste arabe, mais dans les grandes forces mainstream, aucune force ne propose deux États. Même le Parti travailliste, qui a longtemps été, en théorie en tout cas, partisan des deux États, le Parti travailliste ne le dit plus. Il n'y a plus de possibilité de choisir autre chose que la droite, l'extrême droite, ou un centre mou qui s'allie avec la droite. Donc, c'est clair que ça, c'est les conditions fondamentales de la droitisation de cette société, comme des autres qui se trouvent dans la même situation. Mais, en même temps, il y a des limites que l'opinion publique ne veut pas franchir, et donc elle ne soutient pas le gouvernement Netanyahou depuis 2015, quand, par exemple, il envisage l'annexion. Même la colonisation, quand on regarde bien, on s'aperçoit qu'il y a une majorité, petite majorité, pas importante, 54% à peu près, qui dit qu'on pourrait s'en passer de la colonisation. Ça, c'est pas bien, ça coûte cher, ça a beaucoup de conséquences négatives. Donc, je pense qu'une bonne partie des dirigeants de droite et d'extrême droite, en tout cas ceux qui sont intelligents, ceux qui font de la politique, il y en a quelques-uns quand même, ils ont une certaine inquiétude sur le moment où le fossé est trop profond pour qu'il soit suivi par leur opinion. Et donc, comme il n'est pas question de changer de politique, on change les règles du jeu. Et c'est là qu'intervient, on est tout à fait dans le cadre de la journée
tel que Giovanna l'a conçu, c'est là qu'intervient le vote par la Knesset, depuis une dizaine d'années, d'un paquet, on ne peut pas dire le moins, c'est au moins une quinzaine de lois liberticides, dont certaines uniques au monde. Il y a la loi que vous connaissez sûrement qui interdit le boycott, y compris le boycott des produits des colonies. Alors, ce n'est pas formulé comme ça, c'est des régions sous le contrôle d'Israël, hein, dans le texte de la loi. Il y a une autre loi qui prive de subventions d'État toute communauté, toute municipalité, toute institution qui commémore la Nakba, qui commémore l'expulsion des Palestiniens. Il faut que vous sachiez qu'une municipalité en Israël ne vit que des subventions de l'État. Hein, il n'y a pas de ressources propres. Donc, on fait un meeting le 15 mai d'anniversaire de la Nakba et on n'a plus de budget. C'est ça que ça veut dire, concrètement. Vous avez une loi aussi, dans cette loi-là sur la Nakba, on crée c'est le mot, hein, comités d'admission. Ça permet de décider qui a le droit ou pas le droit, parmi les demandeurs, de venir vivre dans un kibbutz, un moshav, un quartier juif d'une ville, etc. Je vous laisse imaginer quels sont les critères pour être ce que la loi appelle convenable, pour être admis. Il y a une loi contre les ONG, très active, qui préoccupe beaucoup le gouvernement. C'est une loi qui demande aux ONG de publier plusieurs fois par an les subventions qu'elles reçoivent, y compris de l'étranger, et qui permet au gouvernement de les fiscaliser. Donc vous imaginez, l'Allemagne, par exemple, qui finance très largement Breaking the Silence, briser le silence, l'association de soldats et d'officiers qui dénoncent les crimes commis par l'armée israélienne dans les territoires occupés, eh bien, l'argent du gouvernement allemand va être fiscalisé. On va en prendre une partie pour aller... je ne suis pas sûr que le gouvernement allemand soit très content de cette situation. Vous avez... bon, je ne vais pas toutes vous les citer parce que ce serait trop long, mais il y a quand même une loi qui mérite d'être soulignée, parce que celle-là est une invention. À ma connaissance, ça n'existe pas en Corée du Nord. Cette loi permet à 90 députés sur 120 d'exclure les autres. Pas pour la journée, jusqu'à la fin de la mandature. Imaginez le groupe La République En Marche à l'Assemblée nationale se réunit et décide d'expulser le groupe France Insoumise, le groupe communiste, le groupe socialiste, le groupe écologiste, que sais-je. Voilà. Et c'est tout. Évidemment, il faut justifier des propos ceci, des textes cela, mais c'est possible. C'est quand même un apport du droit israélien au droit international qui restera dans les annales. Il y a une dernière loi qui est particulièrement préoccupante. Une dernière, j'en pourrais en citer, j'en ai une dizaine d'autres là, sur ma feuille. Je ne veux pas vous ennuyer avec ça. La dernière loi est très préoccupante parce qu'elle permet au Premier ministre et au ministre de la Défense de décider tout seul de faire la guerre, sans l'avis du cabinet de défense et a fortiori du gouvernement. Et il faut savoir que c'est une situation dans laquelle, il y a quelques années, Israël s'est trouvé. C'est-à-dire que Netanyahou a donné ordre de bombarder et le chef d'état-major a dit non. Ce n'est pas vous qui me dites que je dois bombarder. Je veux une réunion du cabinet de sécurité, même si possible du gouvernement, pour avoir une légitimité d'une décision aussi grave. Ça ne concernait pas Gaza, ni le Liban, ni la Syrie. Non, ni la Syrie. La Syrie, on bombarde tout le temps. Tout ça, on est les lignes
jaunes ont été franchies les unes après les autres. Dernière dimension de la radicalisation, et j'en termine avec ça, c'est les alliances que Netanyahou a entrepris de nouer avec toutes les forces populistes d'extrême droite, néofascistes, voire antisémites, qu'il a pu trouver et qui sont prêtes à soutenir sa politique. Ça a commencé avec Viktor Orban, le Premier ministre hongrois, que Netanyahou est allé visiter juste après avoir reçu des mains d'Emmanuel Macron le petit cadeau sous forme d'une petite phrase d'amalgame antisionisme et antisémitisme. C'était le 16 juillet 2017. 2 jours après, il était à Budapest. Il n'a pas dit un mot d'un discours pourtant retentissant qu'avait fait Viktor Orban, qui était une apologie du régent Horthy, le Pétain hongrois, lequel Pétain, à l'issue de son règne, très long règne, a quand même donné son feu vert à l'extermination de 430 000 juifs hongrois. Pas un mot dans les discours de Netanyahou, ni à Budapest, ni quand il a reçu Viktor Orban un an plus tard en Israël. Il a même donné acte à Viktor Orban de son engagement dans la lutte contre l'antisémitisme. Orban venait de gagner les élections législatives au printemps, le 4 mars, si ma mémoire est bonne. Non, peut-être je me trompe. Enfin, à quelques jours près, c'était au printemps 2018. Il les avait gagnés en faisant une campagne ouvertement antisémite, axée contre George Soros, dont la représentation physique ressemblait à celle que le Stürmer pouvait faire des Juifs à l'époque du nazisme. Il y a eu plus ou moins la même configuration avec Jaroslaw Kaczynski en Pologne. Là aussi, Netanyahou n'a pas dit un mot, pas un mot, du fait que Kaczynski avait fait voter une loi à la Diète, le Parlement polonais, qui interdisait de parler de la collaboration polonaise avec le nazisme. Bon, c'est le droit de la Pologne de traiter de son passé, mais enfin, ce passé ne concerne pas qu'elle. Et en particulier, s'agissant du génocide, les historiens polonais expliquent que 200 à 400 000 juifs polonais ont été tués non pas par les nazis, mais par des collabos polonais. Et que ces pogroms ont continué jusque dans les années 50, avec un fameux pogrom à Kielce, qui a joué un rôle important dans le fait que les juifs survivants ne sont pas revenus en Pologne pour vivre et qu'ils ont dû chercher ailleurs où aller. C'était assez extraordinaire parce que, bon, il y a eu évidemment, vous vous en doutez, des discussions assez vives en Israël, en Pologne aussi, bien sûr. Et donc, le gouvernement polonais a été amené à rectifier à la marge sa loi. Ce qui a permis à Benjamin Netanyahou de signer avec le Premier ministre polonais, Morawiecki, une déclaration commune. Voilà ce que Yehuda Bauer, qui est un des plus grands historiens israéliens de la Shoah, a écrit à propos de cette déclaration commune. Une trahison stupide, ignorante et amorale de la vérité historique sur l'implication polonaise dans l'Holocauste. Tous ces efforts pour brosser la poussière, ou plutôt les cendres, sous le tapis, tous ces efforts n'ont pas empêché qu'il y a une crise actuelle parce que le nouveau Premier ministre, des Affaires étrangères israélien a été un peu moins prudent que son Premier ministre. Et donc, on a même eu un sommet du groupe de Visegrad qui devait se tenir à Jérusalem. On se demande pourquoi, d'ailleurs. Qu'est-ce que la Pologne, la Hongrie, la Tchéquie et la Slovaquie iraient faire leur réunion à Jérusalem? C'est quand même un peu curieux, mais en tout cas, cette réunion a été annulée du fait de la polémique en cours. Il y a encore pire
que ces deux cas, la Hongrie et la Pologne, c'est la Lituanie. C'est pire, pas seulement parce que 97% des Juifs de Lituanie ont été exterminés pendant la guerre, ce qui est quand même un record épouvantable. C'est aussi terrible parce qu'une bonne partie de ces Juifs ont été exterminés par les milices collabo lituaniennes. Il y a même un historien allemand qui raconte que quand les Einsatzgruppen sont arrivés à Vilnius, ils ont dit « Où sont les Juifs ?» On leur a dit « C'est fait ». Eh bien, Netanyahou n'en a pas dit un mot là non plus. Sauf que son père en vient. Que sa famille a échappé de peu au génocide là-bas. Ça ne l'a pas amené à reparler, ne serait-ce que de la mémoire de la tragédie. Pas un mot. Ce qui est étonnant aussi, c'est que, bon, là on comprend que ce sont des groupes populistes au pouvoir. Mais même en Europe de l'Ouest, où, je mets à part l'Italie et l'Autriche, tous ces groupes ne sont pas au pouvoir, là aussi il y a un effort de drague ostensible, ostentatoire, de la part des dirigeants israéliens. Tout groupe d'extrême droite fait l'objet d'une cour assidue. Même l'AfD, l'Alternative für Deutschland, qui pose un problème compliqué, outre que c'est l'Allemagne, c'est quand même un parti dont la schizophrénie sur ces questions est très nette. La présidente, Beatrice von Storch, elle est très pro-israélienne et assez critique sur le passé, etc. Mais l'autre porte-parole, qui s'appelle Gauland, lui, il a dit de manière quand même pour le moins provocatrice qu'il n'y avait pas de raison que les Allemands pouvaient, je cite, être fiers fiers des performances de leurs soldats durant les 2 guerres mondiales. Eh bien, ça n'a pas gêné outre mesure les dirigeants israéliens. Benjamin Netanyahou a quand même évité de se mêler de cette affaire allemande, mais il a fait parler un ancien chef du Mossad, ancien chef d'état-major, très connu en Israël parce qu'il est celui qui a organisé l'enlèvement de Eichmann en Argentine. Cet homme s'appelle Rafi Eitan, et voilà ce qu'il a envoyé comme texte au congrès de l'AfD. « Chacun de nous, en Israël, apprécie votre attitude envers le judaïsme. Je suis sûr que si vous travaillez avec force et de manière réaliste, au lieu de représenter une alternative pour l'Allemagne, vous pourriez devenir une alternative pour toute l'Europe. » Il reste le cas quand même très particulier de l'Autriche, avec ce jeune et sémillant, c'est le terme, dans toute la presse on dit jeune et sémillant, je ne sais pas pourquoi, chancelier, qui s'appelle Sebastian Kurz, qui a été invité évidemment à Jérusalem, qu'on a fait venir à Yad Vashem, le mémorial de la Shoah, pourquoi pas, tant qu'on y est. Et comme, bon, la voix de son maître, c'est toujours la voix de son maître, donc le président du CRIF, Francis Khalifa, a lui aussi été à Vienne pour rendre visite au jeune et sémillant chancelier autrichien, Sebastian Kurz, et il en a dit dans la newsletter du CRIF tout le bien qu'il pensait de ce jeune homme engagé dans la lutte contre l'antisémitisme. On se réjouit avec lui, évidemment, d'autant que, pour l'instant, en matière d'engagement dans la lutte contre l'antisémitisme, ce chancelier a simplement pris 6 ministres néo-nazis dans son gouvernement. Et quand je dis néo-nazis, c'est des ministres du parti de Haider. C'est-à-dire là-dessus, il n'y a pas de discussion sur la nature de ce parti. Ce n'est pas un parti de droite un peu extrême, c'est un parti d'extrême droite, de filiation néo-nazie. Tout ça pour dire qu'on a quand même une politique globale, et elle mérite d'être citée dans la radicalisation, parce qu'au fond, s'il fallait résumer en un slogan ce qui se passe, on pourrait dire qu'importe qu'ils soient antisémites, du moment qu'ils sont pro-israéliens. Et on a une vraie question pour savoir quelle est la nature de cette politique.
est-ce que c'est de la réelle politique? Est-ce que c'est simplement la volonté d'avoir tous les soutiens possibles pour la politique israélienne, pour éviter qu'elle soit isolée sur le plan international et dans l'Union européenne? Ou bien est-ce qu'il y a quelque chose de génétique? J'entends une génétique personnelle et une génétique politique. Personnelle parce que le père de Benjamin Netanyahou, Ben-Sion Netanyahou, un grand historien de l'Inquisition, à part ses études d'histoire, il est surtout connu pour avoir été un militant jabotinskiste, un militant du sionisme révisionniste, et même avoir été l'assistant personnel de Zev Jabotinsky, c'est-à-dire extrême droite du sionisme. C'est quand même un fait politique parce que le soutien principal du mouvement sioniste révisionniste, Jabotinsky, c'était Mussolini. Mussolini qui accueillait le Bétar, le mouvement de Jabotinsky, le même Bétar qu'on rencontre parfois ici ou là, il faut éviter, dans les facultés, entre autres. Le même Bétar, donc, avait son école de cadre en Italie, à Civitavecchia. C'était un cadeau du Duce. Le Duce avait donné au Bétar un émetteur radio qui lui permettait de parler à toute la Palestine et à tout le Proche-Orient. Et comme vous savez, de l'autre côté de la scission, puisqu'il y avait deux mouvements sionistes révisionnistes pendant la guerre, de l'autre côté, celui que dirigeait Yitzhak Shamir, qu'on appelait le groupe Stern, ou le Lehi, ce groupe avait envoyé une lettre, fin 1942, au chancelier Hitler pour lui proposer une alliance entre le groupe et le Troisième Reich. C'était un peu ridicule, 300 personnes paumées à Tel Aviv qui proposent une alliance au Troisième Reich, mais on l'a fait. On a écrit la lettre, on l'a fait porter à l'ambassade d'Allemagne à Istanbul. Donc on est quand même devant des gens qui sont mal placés pour venir réciter le discours sur le grand moufti de Jérusalem. Et il y a un moment où il faut quand même que chacun balaye devant sa porte. Il y a de quoi balayer devant la porte du grand moufti, mais il y a aussi de quoi balayer devant la porte de l'extrême droite sioniste. Et donc, c'est juste pour avoir une citation, et je termine là-dessus, Mussolini, qui aimait beaucoup Jabotinsky, a dit un jour au futur grand rabbin de Rome, qui s'appelait David Prato, il lui a dit, c'était en 1935, je cite, « Pour que le sionisme réussisse, il vous faut un État juif avec un drapeau juif et une langue juive. La personne qui comprend vraiment cela, c'est votre fasciste, Jabotinsky. » Parole d'expert dans la bouche du Duce. Donc on peut se demander si, au-delà de la réelle politique, il n'y a pas quelque chose entre Netanyahou et son père où on puisse se demander tel père, tel fils. Merci beaucoup Dominique, ça a fait froid dans le dos ce que tu nous as raconté. Voilà, on avait dit dans le titre Liberté en danger. Je pense que là le danger est franchi largement et on se retrouve dans un cas de figure, la coupe est pleine. En tout cas merci, on a pris de très loin les choses, mais on a bien vu que effectivement les libertés en Israël sont aujourd'hui totalement en danger, et même largement en danger. Et du coup, la question qui pourrait être posée, c'est... Mais je laisserai les uns les autres te poser les questions qu'il faut, puisqu'on a quand même un peu de temps pour le faire. C'est en fait, quelle force alternative. C'est pas que je cherche absolument à partir d'ici avec le sourire aux lèvres, mais je me dis qu'il y a quand même dans le tableau que tu viens de dresser, peut-être aller dénicher quelques éléments qui permettent de considérer qu'il y a des gens qui luttent contre cette tendance extrêmement néfaste que tu as décrite de manière extrêmement claire, ce dont on te remercie. Mais avant de répondre à cette question, je propose de passer le micro dans la salle pour ceux qui... Alors, justement, dans ce cadre-là, est-ce que l'ONU peut avoir un rôle ou pas ? Puisqu'on est quand même dans le cas de pays avec
des atteintes permanentes aux droits de l'homme, aux libertés individuelles. Est-ce que l'ONU peut avoir un rôle ou pas, premièrement? Et deuxièmement, devant tout ce que vous nous avez décrit, est-ce que ça peut être pire? Où est-ce qu'Israël va aller? Vous avez une idée ou pas? Sur Israël, il y a une chose qui est sûre, je ne réponds pas tout de suite, je préfère qu'on fasse plusieurs questions. Ça peut toujours être pire. Ça, c'est l'expérience. Ça fait 40 ans. Ça fait 40 ans que je m'occupe de ce conflit, plus ou moins, mais quand même plus que moins. Ça a toujours été pire. Donc, il ne faut surtout pas exclure que les choses s'aggravent. Hein. J'avais aussi une question sur l'ONU. Vous avez parlé d'un vote en disant que très peu de pays s'étaient prononcés contre la loi sur l'autodétermination, mais y compris les pays justement que soutient Netanyahou, justement ces pays avec des partis néofascistes ou populistes. Ouais. Moi, la question, c'est un peu celle du même ordre que Madame sur l'ONU. Et l'Union européenne, on est à quelques semaines des élections européennes. Alors, on sait, vous l'avez dit, Trump est un soutien visible. L'Union européenne est dans une attitude beaucoup plus ambiguë. Je ne sais pas si on peut la résumer sur un « je t'aime moi non plus ». Et je voudrais que vous enfonciez un peu le clou sur... Parce que j'avais lu l'histoire de Visegrad, d'ailleurs, je ne sais plus qui a écrit que, grosso modo, Macron ayant fait l'amalgame entre antisionisme et antisémitisme, quelques jours après, Netanyahou réunissait le groupe de Visegrad. Et j'ai essayé de trouver une cohérence dans ça. Vous l'avez en partie répondu en disant « tout est bon dans la mesure où ». Est-ce que c'est entre guillemets que ça, ce qui est énorme quelque part, ou est-ce qu'il y a encore autre chose, parce qu'on n'est pas loin de la Russie avec le groupe de Visegrad? Est-ce qu'il y a, voilà, qu'est-ce qu'il y a derrière cette première lecture un peu courte qui me perturbe depuis quelque temps quand j'ai lu ça, quoi. Oui. L'ONU, il faut bien comprendre qu'elle ne peut que ce que peuvent ses États membres. C'est-à-dire, le fait qu'elle prenne des résolutions, qu'elle décide de textes, qu'elle envoie des missions, qu'elle soutienne, ça n'a de sens que si c'est relayé et porté par ses États membres. Et il faut bien dire qu'en ce moment, on est dans une période où la lâcheté est plus présente que le courage. Donc il y a toute une série de gens qui n'iraient pas jusqu'à voter en faveur de choses inacceptables dans la politique israélienne, à la tribune de l'ONU, ça non, mais qui en même temps ne se sentent pas de prendre des initiatives dans le sens d'une action volontaire et forte. Et je dois dire, je n'en veux pas particulièrement à Emmanuel Macron. Je ne suis pas quelqu'un d'acharné contre lui. J'ai quelques sujets de mécontentement, comme tout le monde. Enfin, on a 70 millions de sujets de mécontentement, plus ou moins. Mais sur ces questions, il porte une responsabilité redoutable. Parce que ce qui manque, si on parle de l'Union européenne, dont vous avez abordé la politique, ce qui manque, c'est du leadership. Parce qu'il y a évidemment au sein de l'Union européenne beaucoup d'États aujourd'hui dirigés par des forces populistes et qui donc prennent la défense d'Israël de manière systématique. Mais il y a aussi beaucoup d'États qui n'en peuvent plus de la politique israélienne. Même d'États qui ont été historiquement des alliés d'Israël. Les Allemands en particulier sont chaque jour un peu plus critiques. Il y a même des gestes de la part des Allemands, ce qui est terriblement significatif venant des Allemands. Parce que une des règles de l'analyse de la géopolitique proche-orientale, c'est de dire que les Allemands, ayant été à l'initiative du génocide que l'on sait, ils ne vont pas s'opposer. C'est aujourd'hui plus compliqué que ça. Je disais tout à l'heure, ce n'est pas un hasard, les Allemands financent très largement Breaking the Silence. Ce qui n'est pas un geste gratuit. Et pas l'actuel, mais le précédent ministre des Affaires étrangères allemand s'est rendu à Tel Aviv, à Jérusalem, et
Netanyahou lui a téléphoné en lui disant « J'ai vu que vous aviez rendez-vous avec Breaking the Silence, ou vous les voyez eux, ou vous me voyez moi, pas les deux. » Et le ministre allemand des Affaires étrangères a dit « Je les vois eux, le rendez-vous est pris, je vous verrai à une autre occasion. » Donc, je veux dire, on aimerait que Le Drian fasse des choses de ce type, ne serait-ce que ça. Voilà. Si quelqu'un l'a informé qu'il est ministre des Affaires étrangères, parce qu'apparemment, il croit qu'il est toujours le VRP des armes françaises qui vont faire le bon boulot qu'on sait, par exemple, au Yémen. Travail formidable au Yémen, quand même une des pires guerres depuis 1945. Et c'est une guerre menée largement avec des armes françaises. Certains disent pas seulement des armes, je ne sais pas. Bref, pourquoi, j'ai du mal à le comprendre, franchement, Emmanuel Macron n'a pas pris, avec toutes les ambitions qui étaient les siennes au plan international, où il faisait un peu de calinothérapie, comme dit Pascal Boniface, à Donald Trump, un peu de leçons à Poutine, hein, il aurait pu aussi faire le leadership européen, mettre autour de la table les États les plus décidés à se manifester sur les questions du Proche-Orient et de la Palestine en particulier, et jouer un rôle important. C'était une avenue, un boulevard qui s'offrait à lui. Il n'a pas fait. Il s'est contenté, comme vous le savez, de répéter le discours français convenu, qui avait du sens quand De Gaulle ou quand Mitterrand le tenaient, mais à partir de Sarkozy, Hollande et maintenant Macron, ça n'en a plus beaucoup. C'est nous voulons 2 États, il faut que Jérusalem soit la capitale de 2 États, nous sommes contre la colonisation. On le sait. C'est pas la peine de le répéter, enfin c'est bien, ça fait jamais de mal, mais ce qu'on voudrait, c'est des initiatives, c'est un leadership, quoi. Et moi, je vois, quand je regarde de près, que c'est beaucoup plus compliqué qu'on ne le pense. Par exemple, Madame May, elle est censée être très pro-israélienne. Mais les Britanniques ne sont pas contents de la politique israélienne. Le fait qu'on enterre les 2 États, ça passe pas. Les Néerlandais, malgré le poids de l'extrême droite, qui a encore grandi, hein, si vous avez suivi les dernières élections, malgré le poids de l'extrême droite, les Néerlandais sont très, très décidés à ce que l'Union européenne s'exprime et s'exprime avec force. Donc on a les pays nordiques, il y a vraiment des alliés possibles. Ce n'est pas une situation impossible que l'Europe, elle suive, mais il faut qu'il y ait une initiative française. Je dois dire un mot de plus quand même sur les pouvoirs populistes. Le deal est clair et simple. C'est, comme disait Leibowitz à propos du statu quo, c'est une double prostitution. C'est-à-dire, Israël accepte de la boucler sur ce qu'est la politique antisémite au passé et au présent de ces États, de ces gouvernements, pour pouvoir avoir leur soutien dans l'arène internationale. Donc ça, c'est une première prostitution. Mais il y en a une deuxième. C'est que les autres vous disent, mais il suffit d'aller parler off avec n'importe lequel de ces leaders populistes. C'est facile à faire. Hein. Ils n'ont pas de grand secret à camoufler. Et ils vous disent, mais nous, si on est pro-israélien et admis comme tel par Israël, on ne peut pas être antisémite. Vous voyez, la preuve est faite. Les relations que nous entretenons avec Israël vous garantissent sur facture que nous ne sommes pas antisémites. Et on fait la campagne contre Soros, et on fait les campagnes antisémites des Polonais. Vous savez qu'il y a eu une manifestation antisémite sans précédent en Pologne, à Varsovie, au moment de la fête nationale, avec des dizaines de milliers de gens qui criaient « les Juifs dehors ». Il n'y en a plus en Pologne. On se demande qui on va mettre dehors, il n'y en a plus. Mais c'était le discours avec une violence, et les dirigeants du PiS se trouvaient juste devant. Il y avait 2 cortèges, si vous voulez, mais 2 cortèges en un. Donc, à la fin, les dirigeants du PiS, les dirigeants populistes, étaient juste devant le cortège antisémite. Donc, on a une espèce de situation un peu compliquée. Alors, quand on a dit tout ça, ça c'est le bilatéral, après il y a le multilatéral. Et le multilatéral, ça ne va pas de soi
de transférer son ambassade à Jérusalem, par exemple. Les journaux israéliens annoncent tous les 3 jours une nouvelle ambassade. On ne les voit pas venir, les ambassades. On a eu encore ces derniers jours plusieurs pays qui ont dit non, on fait une légation, on fait un consulat. Ça n'a rien à voir, un consulat. La France aussi a un consulat. On a 2 même, à l'Est, à l'Ouest. Donc, en fait, il y a très peu de gouvernements qui ont suivi le geste de Trump. Il y a Trump, ça ne fait pas de doute. Trump, ils ont même été plus loin, peut-être vous ne le savez pas, j'en profite pour le dire. Ils ont dissous le consulat. Or, le consulat américain à Jérusalem, c'est celui qui entretenait les rapports avec les Palestiniens. Il n'y a plus. Tout passe par l'ambassade. De la même manière que pour la France, je le signale, c'est le consulat de France à Jérusalem qui traite les affaires avec les Palestiniens. Ce n'est pas l'ambassade qui se trouve à Tel Aviv, pour des raisons de principe. Imaginez qu'on fasse la même opération, c'est-à-dire il n'y a plus de relations avec les Palestiniens. Sans compter qu'en ce moment, on a une ambassadrice à Tel Aviv dont on ne sait pas de qui elle est l'ambassadeur où. C'est-à-dire quand on l'écoute, on a l'impression que c'est l'ambassadrice d'Israël en France. Erreur, c'est l'ambassadrice de France en Israël. Mais le langage, c'est celui que tiendrait l'ambassadrice d'Israël, bien connue, Madame Ben-Noun. Vous voyez, donc, on est devant un deal avec les populistes qui fonctionne, on le voit très bien, mais qui ne va pas jusqu'à la manifestation extrême, c'est-à-dire le transfert de l'ambassade. Prenez-les un par un. Polonais, l'ambassade est à Tel Aviv. Tchèque, l'ambassade est à Tel Aviv. Slovaque, l'ambassade est à Tel Aviv, et ainsi de suite. Enfin, vous pouvez faire la liste. Tout le monde, pour l'instant, est resté à Tel Aviv. Même, paraît-il, le Brésil. Il paraît que c'est plus compliqué que ça. Parce que, vous vous souvenez que quand Trump a donné son feu vert à l'embargo contre le Qatar, en fait, il ne savait pas très bien où était le Qatar. Et donc, quelques jours plus tard, il y avait une délégation du département d'État américain qui allait au Qatar pour dire « Non, vous inquiétez pas, il n'a pas compris. » Bolsonaro, c'est la même chose. Dès qu'il a été mis en place, il a dit, il fallait le temps qu'il soit mis en place, il a dit « Je vais transférer l'ambassade à Jérusalem. » Pas de nouvelles. Je me suis renseigné. On m'a dit, vous savez, il y a un petit problème quand même qui n'est pas résolu. Quoi ? Ben voilà, le Brésil vend pour des sommes absolument phénoménales aux pays musulmans. Il y a une question là, mais je voudrais te rappeler, Dominique, toi qui connais bien Israël de l'intérieur. Oui, ta question. Non, mais je n'ai pas oublié. Je vais faire un petit peu de compliments avant, puisque je voudrais que tu... On a 10 minutes à peu près, un quart d'heure de questions encore, pas plus. La société israélienne ne se résume pas à Break the Silence, ni à B'Tselem. Qu'est-ce qui se passe, s'il te plaît ? Mais tu ne me réponds pas, s'il te plaît, tout de suite. Il y a une autre question ici. Ah ben oui, mais si à chaque fois tu me dis je réponds à d'autres, à la fin je te répondrai tout à l'heure. Après. Moi j'avais une question. Dans vos propos, vous faites souvent allusion au système d'apartheid en Afrique du Sud, un pays que j'aime bien parce que je l'ai visité. Et si on regarde la sortie de la tragédie que fut l'apartheid, on remarque qu'il y a eu plusieurs facteurs. Il y a eu des pressions internationales, mais il y a eu aussi de l'intérieur. Oui, bien sûr. Le Parti national a fait aussi, enfin une partie du Parti national de Klerk a fait un travail. Et qu'est-ce qu'on peut, de quoi on peut s'inspirer pour aller plus loin de ce qui a été fait en Afrique du Sud, même si c'est un pays difficile, beaucoup de violence aujourd'hui. Mais... Bon, moi je ne compare absolument pas personnellement les situations israéliennes et sud-africaines. C'est complètement différent, ne serait-ce que pour des raisons démographiques. C'est-à-dire, en Afrique du Sud, vous aviez quand même une écrasante majorité
de Noirs, vous n'avez pas une écrasante majorité d'Arabes. Je vous l'ai dit, il y a 6,5 millions de Juifs, 6,5 millions d'Arabes. On est à égalité. C'est susceptible de bouger un peu, pas beaucoup, parce que les trends, les tendances démographiques se sont largement rapprochées. C'est-à-dire, en fait, même en Cisjordanie, les colons font beaucoup plus d'enfants que les Palestiniens. Les Palestiniennes ayant décidé qu'Arafat était mort, ça c'est un constat de bon sens, et que donc sa guerre des ventres, comme il disait élégamment, n'avait plus cours. C'est-à-dire, il y a eu un temps où, effectivement, en Palestine, il y avait une partie de la démographie qui était politique. Arafat le disait, vous faites 2 enfants pour vous, ou 3 enfants pour vous, et vous en faites 5 ou 6 pour la patrie. Ça, c'est fini. Les femmes palestiniennes ont décidé que ce n'était pas pour elles, et je trouve que c'est très bien qu'il y ait cette... on ne joue pas avec le ventre des femmes, je veux dire, même si c'est pour des très bonnes raisons, c'est pas quelque chose de bien. Donc, le fait est en tout cas que les Palestiniennes font moins d'enfants en Cisjordanie que les colonnes. Voilà. Et pas seulement parce qu'on me dit souvent parce qu'elles sont religieuses. Pas seulement. C'est aussi un militantisme un peu du même type qu'à l'inverse que ce qu'Arafat disait, quoi. Donc, on va vraisemblablement vers une majorité arabe, mais une majorité pas de 70%. Donc la comparaison avec l'Afrique du Sud n'a pas lieu d'être. Voilà. Après, il y a les points communs, c'est que rien ne se fera tant qu'il n'y aura pas une bagarre de l'intérieur de la société occupante, je veux dire, ça c'est sûr. Deuxièmement, tant qu'il n'y aura pas dans l'establishment politique des fêlures qui petit à petit s'approfondissent et qui permettent de créer un jeu politique. Et troisièmement, tant qu'il n'y aura pas une pression internationale suffisante. Voilà. Donc ça, c'est les points communs. Alors, où on en est à partir de ces points-là, ces 3 points-là, en Israël, il y a une très forte activité des ONG. On va d'ailleurs les faire venir en juin, le 17 juin, au Sénat, je crois, pour les faire connaître, parce qu'on les connaît mal. Mais vous avez B'Tselem, qui fait un travail absolument formidable d'observation et de lutte en Cisjordanie et à Jérusalem-Est. Vous avez Breaking the Silence. Vous avez des mouvements comme Adala ou comme l'ACRI qui défendent les droits politiques et sociaux des Palestiniens. Vous avez les femmes en noir. C'est-à-dire, il y a énormément de... Pardon ? Amoked. Enfin, il y a énormément d'ONG. Bon, ça bouge. Il y a des moments où c'est telle ONG qui est en pointe, telle autre moins. Ça change. Malheureusement, La Paix Maintenant était un mouvement profondément lié au Parti travailliste, à l'establishment travailliste. Donc l'effondrement travailliste a eu un effet politique sur La Paix Maintenant qui ne joue pas un très grand rôle, hein, il faut le dire clairement. Mais toutes ces ONG, elles ont une vraie capacité, pas seulement de militer, mais de se faire écouter, d'être entendues par la société. Et notamment l'affaire de Breaking the Silence. Je ne vous l'ai pas dit tout à l'heure, j'aurais dû. Il y a même une loi qui a été votée pour interdire à Breaking the Silence, c'est nommément cité dans la loi, hein, c'est incroyable, d'intervenir dans les établissements d'enseignement. Ça dit quelque chose de la trouille du pouvoir par rapport à la déstabilisation de l'armée, de plein de gens qui sortent de l'armée. Aujourd'hui, Breaking the Silence, c'est 1500 témoignages vidéo d'officiers et de soldats sur les crimes de guerre de l'armée israélienne en Cisjordanie. Donc évidemment que pour un Israélien moyen, il est pris entre 2 sentiments contradictoires. D'un côté, c'est contre l'armée, donc ça pose un problème, mais d'un autre côté, c'est des militaires. C'est des soldats, c'est des officiers. Donc ils bénéficient paradoxalement de l'aura
de l'armée pour combattre cette aura. Donc ça, pour moi, c'est évidemment un élément essentiel pour l'avenir. Après, dans l'establishment, malheureusement, c'est un peu comme en France, pour dire les choses, on est devant un émiettement et une incapacité de la gauche à exister. Si vous regardez, vous avez aujourd'hui un parti travailliste qui est mourant. On lui donne 9-10 députés. Il en a eu jusqu'à 40. Non, jusqu'à 50. Il a gouverné seul ou quasiment seul jusqu'en 77. Donc, je veux dire, cette force s'est effondrée à force de ne plus proposer d'alternative à la situation créée par l'occupation, qui a été de pair avec l'évolution ultralibérale de la société. Hein. Les deux choses sont absolument liées, évidemment. Mais à part ça, on pouvait penser qu'on n'aurait pas du tout. La liste arabe a éclaté. Au lieu d'avoir une seule liste aux élections, comme en 2015, il y a 2 listes, ce qui met en danger éventuellement leur représentation à la Knesset, puisqu'il faut 3,25% des voix pour avoir des députés. Vous avez un parti centriste, mais qui n'a de centriste que le nom. C'est-à-dire Yair Lapid, c'est un homme qui peut basculer selon ses intérêts politiciens d'un côté ou de l'autre. Et l'autre, c'est quand même pas beaucoup mieux que... Quand on prend les déclarations de Lapid, il a été ministre des Finances de Netanyahou pendant des années. Donc je veux dire, on n'a vraiment pas ce qui s'est passé au sein de l'establishment blanc d'Afrique du Sud. On ne le trouve pas aujourd'hui. Qu'est-ce que vous voulez Rabin est mort, quoi, pour simplifier. C'est-à-dire, tout le monde a toujours pensé que ce qui manquait à Israël, c'était un De Gaulle. Voilà. Peut-être que la comparaison de Rabin et de De Gaulle est un peu pas très gentille pour De Gaulle, disons. Mais enfin, il y avait quelque chose de ça avec Rabin, parce que c'était un dirigeant militaire et politique qui était absolument convaincu par sa propre expérience qu'il fallait trouver un accord politique avec les Palestiniens pour ne pas aller vers l'État binational, vers l'État unique avec tout ce que ça signifierait. Il est mort assassiné par Netanyahou, pour dire les choses franchement. C'est-à-dire on a complètement oublié que dans n'importe quelle situation normale, Netanyahou aurait été sur les bancs d'un tribunal. Je veux dire, il a accepté devant lui des gens qui criaient « mort à Rabin », de son vivant, j'entends, évidemment, des gens qui le représentaient Rabin avec un kéfier, des gens qui le représentaient en uniforme SS. Et Netanyahou ne disait rien contre tout ça. Il a participé dans les couloirs à l'agitation des rabbins fous qui faisaient, vous savez, des cérémonies religieuses un peu magiques pour attirer la mort sur la tête de Rabin. Ben, ça a fini par marcher, tout ça, quoi. Je veux dire, il y a une responsabilité terrible de la droite et de l'extrême droite, mais qu'elle n'a pas payée. Et en particulier, Netanyahou n'a pas payé ça. Et c'est assez curieux parce que c'est vrai, je ne veux pas m'acharner sur Netanyahou, mais c'est vraiment Netanyahou. Vous ne trouvez pas Sharon dans les mêmes choses. On peut dire beaucoup de choses sur Sharon, c'est un criminel de guerre, serial criminel de guerre, Sharon, mais il n'a pas été dans cette folie-là, quoi. Donc vous avez, oui, c'est vrai, elle a raison, Giovanna, on n'a pas de fêlure à l'intérieur de l'establishment qui permettrait ne serait-ce que de donner de l'écho à la réalité des ONG, etc. Quant à l'international, ben on en a dit un mot, c'est-à-dire on a une quasi-unanimité de la communauté internationale dès qu'on parle des principes qui devraient gérer le conflit, à la fois en condamnation de la situation et en perspective de solution. Mais cette unanimité, elle n'est pas active, elle est passive. Simplement, on vote, quoi. Voilà. Et moi, j'ai tendance à penser la même chose de chacun chez soi. C'est-à-dire, nous, en France, on a le même problème. Soit dit franchement, je veux dire, si on met à part que la caméra filme et que ensuite ça va être reproduit, ce que je dis, mais je le dis quand même, nous avons, je prends le sondage de l'IFOP de mai dernier,
57% des Français qui disent avoir une mauvaise image d'Israël. 69% qui disent avoir une mauvaise image du sionisme. Je ne sais pas ce qu'ils mettent derrière, mais ils le disent. Et 71% qui disent Israël est responsable du blocage, de l'impasse de la situation. Comment ça se traduit tout ça dans la vie politique et sociale? Où est-ce qu'on voit ça s'exprimer? Alors il y a BDS, c'est très important BDS, mais au-delà de BDS, qu'est-ce qui permet à cette écrasante majorité de Français? C'est écrasant quand on est à 57, 59, 71, 69, 61. C'est quand même énorme. Ça ne s'exprime pas. C'est-à-dire on a une difficulté. Oui? Non, pardon, BDS, c'est la campagne boycott, vous avez raison. Désinvestissement, sanctions. C'est une campagne qui a été lancée à la demande de la société civile palestinienne en 2005, qui s'est développée, qui a connu et qui connaît de grands succès. Mais en même temps, au-delà de ça, qui implique quand même un degré de connaissance et d'engagement important, comment est-ce que les opinions publiques s'expriment? Paradoxalement, on a plus d'expressions aux États-Unis, où il n'y a certainement pas 71%, 59%, 61%, certainement pas. On en a plus aux États-Unis que chez nous. Pour ne pas parler de l'Italie, où on a eu un affaissement du mouvement de solidarité avec la Palestine. Donc on a un vrai problème qui dépasse la géopolitique, qui est un problème de comment est-ce qu'on organise dans nos sociétés la solidarité avec un peuple, en l'occurrence les Palestiniens, mais ça peut être d'autres. Comment on fait vivre ça? Et c'est effectivement une question compliquée qui mérite qu'on trouve des réponses nouvelles. Voilà. On ne peut pas répéter éternellement les mêmes recettes. Ce n'est pas parce qu'elles ont marché dans les années 70 pour le Vietnam ou pour l'Afrique du Sud plus tard que ça marche pour la Palestine. Il faut essayer de se creuser la tête et de trouver d'autres moyens d'expression pour ces sociétés. Si on prend l'exemple d'Israël, c'est vrai qu'il s'est passé quelque chose pendant la seconde intifada qui était très intéressant, parce que d'un côté, politiquement, c'était très difficile pour les gens qui étaient engagés en Israël, dans la solidarité, etc. Et en même temps, il y a eu, moi je me souviens, j'ai participé, je veux dire, des convois de voitures venant d'Israël qui apportaient des vivres, des médicaments, de la nourriture, etc., aux Palestiniens. Enfin, je veux dire, il y avait tout d'un coup, il y a eu une forme d'expression nouvelle et qui a été très positive. Alors, évidemment, de France, c'est pas comme ça que ça peut se faire, et personne ne souhaite de troisième intifada parce que ça a coûté trop cher aux Palestiniens. Merci beaucoup. Je pense que ça mérite un petit applaudissement.